c'est vrai que ça nous concerne aussi, mais des problèmes qui sont un peu plus proches, c'est-à-dire un peu la vie. Nous allons profiter de votre présence sur ce plateau pour faire un peu le tour de l'actualité politique. C'est vrai qu'actuellement, actualité oblige, on a beaucoup parlé récemment de beaucoup d'affaires qui se passent au Sénégal avec le président Abdoulaye Wade qui a beaucoup parlé de la politique actuelle du gouvernement, en particulier avec ce qu'on appelait les affaires d'ArcelorMittal et de Petrotim. Vous, déjà avec votre double casquette de juriste et d'homme politique, comment vous voyez un peu ça? Oui, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'occupation du terrain politique. Et l'opposant Abdoulaye Wade ex-chef de l'État ne peut pas ne pas faire parler de lui. Parce qu'en politique, quand on ne parle pas de vous, vous n'existez plus. Et Wade est une bête politique. Tout le monde le sait. D'autant plus qu'il a son fils qui est en prison depuis presque 2 ans aussi. Il en souffre un peu aussi. Et peut-être il ne voudrait pas aussi qu'on oublie son fils. Il voudrait aussi peut-être acculer un peu le régime. Je le comprends. Mais le régime aussi se défend. C'est ça qui est normal. Quand l'opposition cogne, le pouvoir se défend et doit sortir des arguments. Le rôle de l'opposition, c'est de voir les cafards, les défauts, les errements et erreurs du pouvoir pour les exploiter afin de s'installer au pouvoir. Mais après, je veux c'est dire... C'est ça le rôle de l'opposition. Après 2 ans maintenant, de nouvelle alternance, est-ce que le pouvoir actuel, vous pensez que les choses ont changé? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes scandales, que ce soit du temps du président Diouf. Est-ce que c'est un scandale? Je n'en sais rien. Wade, je veux dire... Est-ce qu'il y a scandale? C'est Wade qui parle de scandale. Bon, je suis député, j'ai suivi les ministres à l'Assemblée nationale, donner des arguments. J'ai aussi vu le Premier ministre donner des arguments. Maintenant, aux Sénégalais de juger. Ce sont les Sénégalais qui sont seuls juges. Les 2 parties se sont exprimées. Ont développé des arguments. Il appartient à tous les Sénégalais maintenant de dire s'ils sont convaincus par les arguments développés par l'opposition ou s'ils sont convaincus par la réponse apportée par le pouvoir. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les accusations vont continuer, les dénonciations vont continuer. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Et, naturellement, la réponse aussi va venir toujours du pouvoir qui va brandir des arguments, qui a un porte-parole, le porte-parole du gouvernement, qui a aussi ses réseaux pour atteindre la cible. Et vous, votre rôle, vous aussi, en tant que député, parce qu'on a vu dernièrement au niveau du gouvernement qu'ils ont promis de venir tous les 15 jours au niveau de l'Assemblée pour pouvoir défendre leur politique. Est-ce que vous jouez vraiment, votre partition au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que même quand il y a des problèmes comme ça, on devait entendre vos voix, peut-être demander aux gens de s'expliquer directement à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'on a fait, les ministres sont déjà exprimés. Nous avons bien élevé la voix. Nous avons apostrophé, interpellé, interrogé les gouvernants, ceux qui représentent l'exécutif, là-bas, à l'Assemblée nationale, durant la période... c'est un peu la langue de bois parfois à l'Assemblée. Comme vous êtes... du vote du budget. Je veux dire, les députés de l'opposition et les non-alignés sont un peu minoritaires. Donc parfois, les choses ne ressortent pas comme on voudrait. C'est vrai, moi je fais partie des non-alignés. C'est vrai que notre voix n'est pas si audible. On n'est pas tellement écouté. Parce qu'il y a une majorité mécanique qui balaye tout sur son passage, qui écrase. C'est pourquoi on parle de majorité écrasante. Mais cela a toujours existé. Depuis Senghor, l'Assemblée nationale du Sénégal, je l'ai dit moi, n'a jamais été une Assemblée nationale. On a toujours eu droit à une Assemblée partisane. Il y a le fait majoritaire. Depuis Senghor, toujours la majorité est du côté du président de la République. Et les députés, même de façon inconsciente, les députés de la majorité
pensent qu'ils sont les députés du président. Ce que le président veut, les députés veulent. Comme le président. Et... Ce que le président souhaite, les députés exécutent. Et ça, c'est grave. Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, demain El Hadji Diouf peut-être. Les députés, ils ne font que ce que... Bon, cela se comprend. Ça se comprend quand même. C'est par rapport au système électoral. On dépose des listes. Il y a une liste qui est parrainée par le chef de l'État. La liste de la majorité en général. Mais prenez par exemple le cas de Touba. Il n'y a qu'une seule liste. Pendant les élections locales, on n'accepte pas une autre liste à Touba. C'est la liste du calife. Mais les gens doivent s'interroger. Pourquoi on prend toujours les couleurs, la liste du parti qui est au pouvoir? Si le PDS est au pouvoir, la liste majoritaire, la liste qui est déposée la seule, c'est PDS, c'est Sopi. Quand c'est Macky Sall qui est au pouvoir, la seule liste déposée à Touba, c'est la liste qui part avec les couleurs du parti au pouvoir aussi. Mais ça, depuis l'indépendance, c'est comme ça. Il faut qu'on change aussi. Il faut avoir le courage de changer le système. Que les gens soient investis directement à partir de leur localité, les députés. S'il n'y a pas de liste nationale, mais les députés seront obligés de rendre compte à leur localité respective. C'est normal. Les députés ne seraient pas là pour le chef de l'État, mais au contraire, ils seraient là pour les départements dont ils seraient issus. Et ça, c'est important. Moi, je suis pour ça. Comme en France, un scrutin qui se passe au niveau du département. Le département choisit alors ses leaders. Et en ce moment, il y a des leaders forts dans le département qui vont à l'Assemblée, qui tapent sur la table, qui défendent les intérêts du département et qui ne s'intéressent même pas aux préoccupations de M. le Président de la République. Je crois qu'il nous faut aller vers ce genre de scrutin. C'est assez important. En tout cas, au Sénégal, les députés n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est vrai. Même la majorité n'a pas de pouvoir. Je vous dis que la majorité, elle n'a pas de pouvoir. La majorité, elle ne prend aucune décision. Les décisions viennent du gouvernement, que la majorité exécute. Mais quand on exécute, quand on n'a pas le droit de rejeter... Ils ont un pouvoir qu'ils n'utilisent pas, en fait. Oui. Avant de donner la parole aux chroniqueurs, j'ai vu dans la presse, je ne sais pas, vous me direz si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, vous a présenté tout à l'heure comme l'avocat d'Hissène Habré. On a vu à travers la presse que vous avez eu à rencontrer M. Idriss Déby lors de son récent passage. On en a beaucoup discuté la dernière fois lorsque vous étiez venu ici l'année dernière sur ce sujet-là. Et voilà, vous avez toujours porté des critiques acerbes à son endroit. Est-ce qu'il vous a vraiment reçu? Oui, je l'ai vu rapidement. Vous l'avez vu rapidement. On s'est vu. Vous êtes c'est vrai que vous n'allez pas révéler ici le sûr, contenu de votre... mais je veux dire, quelle était l'opportunité de le rencontrer, vous, en tant qu'avocat? Oui, moi je pense qu'il faut trouver une solution. J'ai vu que même après les grandes guerres mondiales, on s'assied toujours autour la d'une France et l'Allemagne ont été obligés de signer l'armistice. Il faut arrêter la guerre. On ne peut pas continuer à faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Et moi je pense que Déby a montré un signal, a fait quelques gestes, a posé des gestes. J'ai vu que Déby a tourné le dos aux chambres africaines qui ont arrêté Habré. Il refuse toute collaboration et toute coopération. On a demandé l'extradition de certaines personnes poursuivies. Déby a dit non. Deuxièmement, Déby lui-même organise un procès de ces gens-là qui sont réclamés par les chambres africaines, les Macky Sall et autres. Il organise le procès de ces gens-là au Tchad, à N'Djamena, en ce moment. Le procès est en train de se dérouler au Tchad. Donc, Déby a montré qu'il fallait fermer, moi je crois, ces chambres africaines-là. Parce que s'ils refusent d'envoyer des Tchadiens, qui sont considérés comme des auteurs principaux des faits reprochés à Habré, je vous dis qu'Habré est poursuivi pour complicité de torture, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et nous avons appris en droit, à la faculté de droit, que le complice emprunte la criminalité de l'auteur principal.
Habré n'est point un auteur principal. Il ne peut pas l'être parce qu'il ne va pas tirer sur les gens. Mais ceux-là qui sont supposés, qui sont considérés comme les auteurs principaux des tortures, des meurtres, etc., des assassinats, ceux-là sont en train d'être jugés au Tchad. Cela prouve qu'on doit fermer les chambres africaines extraordinaires. Donc, rencontrer Déby, c'est pour explorer les pistes, mais de faire libérer immédiatement après. Et d'aucuns ont dit, oui, est-ce qu'il n'est pas en train de trahir après? Est-ce qu'il n'est pas attiré? Est-ce qu'il ne va pas vers les pétrodollars tchadiens? Je dis, mais moi, j'ai presque donné ma vie à Habré. 14 ans, je me suis battu. Et j'ai affronté les forces de l'ordre ici, au risque de ma vie. J'ai subi des épreuves physiques après les nombreux voyages que j'ai faits pour Habré. Dans les différents forats, dans les différentes rencontres internationales de l'Union africaine à Addis Abeba, à Khartoum, à Banjul, au sommet France-Afrique, le dernier de Jacques Chirac à Bamako. Depuis 14 ans, depuis 2000, je défends Habré. Mais si je vois que Déby est en train de tourner le dos maintenant aux chambres africaines, qu'il a posé des actes concrets en disant « restituez-moi mon argent », je n'envoie pas les Tchadiens et j'organise moi-même le procès à N'Djamena. Mais je dis que rencontrer Déby maintenant, je crois que l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. L'ennemi des chambres africaines maintenant, c'est Déby. Et nous, notre ennemi principal aussi, ce sont les chambres africaines. Donc, on peut bien se rencontrer, je crois. Je crois que ça ne doit pas surprendre. Même si j'ai vu des gens dire, oui, est-ce que oui, des pro-Habré, est-ce qu'elle ne doit pas lâcher Habré? Mais il faudrait qu'il me voie d'abord. Et votre client, il a pris ça comment? Tout le dos à Habré, je ne sais pas. Je pense qu'il doit le prendre quand même avec philosophie, en sachant que je suis un avocat. Ma mission est de le faire libérer, pas de l'enfoncer, pas de le trahir. Je ne vais jamais le trahir. Mais quelque part dans un journal, j'ai vu, oh, il y a un camp Habré pour qui crie déjà trahison. J'ai dit, ah, moi qui ai donné ma vie presque à Habré, moi qui me suis battu pour Habré, moi qui ai même affronté les forces de l'ordre ici, publiquement, pour Habré. Mais l'argent, moi j'ai l'argent, je n'ai pas besoin de l'argent de Déby. Moi je suis un avocat international, je suis ancien ministre, je suis député. Moi, ce que je gagne, moi j'exerce deux fonctions, à la fois député et avocat. Je ne suis pas malheureux pour aller prendre des miettes. Moi je défends mes clients avec conviction et avec fidélité. Et je suis trop sentimental. Mais malheureusement, quand on a un pays, quand il y a beaucoup de traîtres dans un pays, ils pensent que les gens pensent comme eux. Mais parce que il y a des gens qui seraient capables de trahir aujourd'hui Habré. Bon, parce que moi je suis un roi. J'ai le sang royal. J'ai le sang royal. On a une autre étoile ici là qui veut parler, l'étoile noire Kémy Séba. Pas jusque-là ce soir. Maître, déjà c'est un plaisir de vous retrouver, hein, plus que jamais. On sait les services que vous rendez. Quand vous dites avocat du peuple, beaucoup diront que ce n'est pas un titre usurpé. Mais sur ce point précis, pour se positionner du côté du peuple, vous posez une question de fond. Lorsque Déby s'éloigne des chambres africaines, certaines mauvaises langues vont dire, alors ça, on ne sait pas si elles ont raison ou tort, on est là pour en parler, que quelque part Déby s'en éloigne parce qu'il a peur tôt ou tard de lui aussi devoir rendre des comptes devant ces chambres-là. En tant que tel, quel est votre regard dessus? Peut-être. Certainement. Et si c'est le cas, votre rôle est de faire libérer évidemment M. Habré, mais votre rôle aussi, c'est de regarder en tant qu'avocat du peuple et en tant que porte-parole parfois du peuple, quel qu'il soit, c'est aussi de regarder les exactions qui ont été commises sur la population, sur la société civile. On est d'accord jusque-là? Oui. Est-ce que le véritable problème ne serait-il pas de juger? Parce que certains font le parallélisme aussi entre ce qui se passe entre Habré et Déby et le problème qu'il y a eu entre eux dans un autre ordre d'idées, Gbagbo et Ouattara, en disant qu'il n'est pas normal de juger l'un et de laisser l'autre de côté. C'est ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les deux soient jugés au final par une justice indépendante au Tchad pour que l'on puisse véritablement aller dans le fond et juger les véritables coupables de ça?
vous avez posé deux problèmes. Mais comme vous êtes polyvalent, c'est Le pour ça que premier, j'en pose deux d'un coup. c'est est-ce qu'on doit juger Habré? Est-ce qu'on a des preuves de ses exactions, d'abord? Est-ce qu'on a la preuve de l'implication de Habré dans la commission de ces faits d'une gravité extrême, de massacre, de génocide, d'assassinat, de torture? Quand vous dites preuve, Il n'y a pas de preuves rapportées contre Habré. Par contre, Il était président de la République au moment des faits. au moment de la mort de Mamadou Diop, à la place de l'Obélisque, au moment de la mort de Malick Ba, à Sangalkam, au moment des fusillades et de la disparition de certains à Fanaï, il y avait comme président au Sénégal un certain Abdoulaye Wade. Est-ce que Abdoulaye Wade peut être déclaré coupable ou comptable de ces exactions Comparaison n'est pas policières? raison. Je veux parce dire que là, que on parlait de cas qu'on n'a pas à ignorer, mais qui sont isolés, comparativement à une addition de meurtres qui crée par la suite quasiment un génocide aussi. Non, vous comprenez? non, vous n'avez pas vu ça. Vous savez, j'ai même vu des films qui ont été sortis. Tout ça, c'est de la fiction. Ils ont sorti des crânes du Cambodge, des crânes du désert, du désert libyen. Parce qu'il ne faut pas oublier que Habré a éliminé une bonne partie de l'armée libyenne d'alors, la première armée africaine la plus puissante de Kadhafi, à la bataille de Faye Largeau, pour la reconquête de la bande d'Aouzo. Donc Habré est considéré comme un héros continental. Mais pour gagner cette guerre, Habré n'avait-il pas besoin des fils du Tchad pour mener ce combat? Comment peut-il supprimer 40 000 vies, 40 000 Tchadiens, alors qu'il était en état de guerre? Mais cela n'est pas possible. Ce sont les 40 000 Libyens tués dans la guerre de libération du Tchad par les armées tchadiennes qui ont été considérés comme des Tchadiens. C'est des Libyens. Et ça crée des problèmes. Est-ce que vous avez des preuves Et même de ça? Ali Parce que- Turki, le ministre, à l'époque, le ministre libyen des Affaires étrangères, avait dit que Habré a tué des fils de la Libye, Habré doit payer. Mais Kadhafi s'était investi. Kadhafi avait tout fait pour obtenir la tête d'Habré. Mais vous avez vu la justice immanente, la justice de Dieu, la justice divine a tranché. Je crois que c'est la tête de Kadhafi qui a été tranchée. Pas forcément. Ah, ça, c'est la justice On de ne Dieu. vous suit pas. C'est votre justice à vous. il avait dit ça l'année dernière, il dit la même chose. Ça, Ousmane, tu as un mot? En fait, c'est sur le procès de Habré. À mon avis, vu les arguments que vous avez développés, vous êtes convaincu de son innocence. Est-ce que l'idéal ne serait pas de continuer le combat afin que la vérité historique puisse émerger? Parce que quand vous parlez d'armistice, par exemple, cela veut dire qu'il y a des concessions. Donc, si vous continuez le combat, il y aura une vérité, s'il est innocent, qui va déifier Habré. Est-ce que l'idéal ne serait pas de continuer le combat et ne de pas faire des armistices? Continuez quel combat? Par exemple, de ne pas accepter les armistices. Vous avez rencontré Déby. Vous avez dit qu'il accepte actuellement d'arrondir les angles. Est-ce qu'en tant qu'avocat, vous ne devrez pas refuser, continuer votre idéal qui était de défendre Habré jusqu'au bout? Mais je le défends jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas... Est-ce que défendre Habré signifie ne jamais parler, ne jamais adresser la parole à Déby? Non, non, j'ai pas dit. On ne s'est pas compris. C'est-à-dire... Est-ce que c'est paradoxal? Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il ne faut pas accepter... Est-ce que parler aux Allemands pour les Français, ça signifie... il n'y a pas compris. Il n'est pas d'établir la vérité. Son propos, c'est d'innocenter son client. Oui, Ce n'est c'est-à-dire- pas la même chose, en Oui, fait. La c'est-à-dire- démarche n'est pas la même. Oui. Trouver la vérité et défendre son client, c'est deux choses totalement Non, différentes. c'est-à-dire qu'il continue le combat et ne pas accepter un armistice quelconque. Non, vous n'avez pas compris. Elle a compris, elle. Ouais. Il n'appartient pas à un avocat d'administrer la vérité. Un avocat, il défend. Il partit une cause. Il appartient au juge d'aller chercher la vérité et de l'offrir au monde. En disant, moi juge, après mes recherches, après mes investigations, après mes perquisitions, je suis parvenu à tel résultat.
qui fonde mon intime conviction. Et moi, juge, je donne la sentence. Parce que mon intime conviction, je la fonde sur des arguments qui ont été contradictoirement débattus. Et ça, c'est important. Donc, la recherche de la vérité, est-ce que c'est l'avocat qui cherche la vérité? Non. L'avocat, son rôle, c'est pas d'aller chercher la vérité. Ça, c'est le rôle du juge. C'est le rôle aussi des journalistes d'investigation. C'est le rôle des enquêteurs. L'avocat n'est pas un enquêteur. C'est parfois le rôle de l'avocat du peuple, parce que vous mettez du côté du peuple. Voilà, mais ce n'est pas le peuple sénégalais qui est concerné ici. Ah, mais vous êtes un Africain. Non, attendez. Attendez, on ne peut pas être plus roi que le roi. Ah, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Je suis l'avocat du peuple. Vous êtes avant tout l'avocat du Sénabré. Sénabré n'est pas opposé au peuple sénégalais. Ne faites pas de confusion. Non, on ne peut pas. Sénabré n'a rien à voir, rien. Aucun problème avec le peuple sénégalais. Il ne faut pas semer la confusion. Le Sénégal n'a jamais souffert d'un seul acte posé par Habré. Non, on parle du peuple. Honnêtement. Non, ne faisons pas de l'amalgame. Personne ne Je fait dis d'amalgame. pour le moment, aucun Sénégalais ne souffre d'exactions commises par Habré. On est d'accord. Personne n'a dit ça autour donc, moi, en tant qu'avocat du peuple, défenseur du peuple, député du peuple, sénégalais. Donc. Ce peuple-là qui m'a élu député et qui m'a réélu député, je ne vais jamais le trahir pour défendre quelqu'un d'autre. Mais si c'est un autre peuple, ça vous dérange pas. Le peuple sénégalais n'est pas opposé à Habré pour que je choisisse un camp entre Habré ou le peuple. Pas de confusion. C'est bien parce que vous précisez bien les choses. Vous précisez que... Que se passe-t-il justement en tant qu'avocat si vous êtes face à cette dichotomie, face à cette contradiction, où vous êtes avocat du peuple, parce que vous exercez une fonction qui est assez... de l'extérieur, on comprend ce que vous faites, donc vous défendez votre client. Que se passe-t-il si ce client fait quelque chose contre le peuple? En tant que député du peuple sénégalais, donc, qui vous a élu, est-ce que vous pouvez, en tant qu'avocat, défendre quelqu'un qui fait du mal à ce peuple qui vous a élu? Est-ce que c'est possible pour vous? C'est pas possible pour moi. Donc du coup, est-ce que ce n'est pas une certaine... parce que c'est un peu... Les médecins prennent le serment d'Hippocrate et les avocats aussi ont, ils ont cette obligation de défendre. Après, peut-être quand ils sont dans l'État, ils ont cette obligation. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose chez vous avec le peuple tchadien, mais aussi avec le peuple sénégalais? Donc ça veut dire que vous ne ferez jamais ça. Si Karim Wade était venu vers vous pour que vous soyez son avocat, peut-être j'ai mal choisi le monsieur, mais si c'était quelqu'un de l'État... qui a commis des exactions, parce que ce n'est pas parce qu'on ne tue pas physiquement quelqu'un qu'on ne tue pas. Quand on détourne des milliards au lieu de construire des hôpitaux, on tue. Que feriez-vous face à un client comme ça? Parce que c'est assez lourd. Un client comme ça, je ne le défends jamais. Vous ne pourriez jamais le défendre. Jamais. Donc vos convictions ne vous permettent pas de défendre quelqu'un. Défendre quelqu'un contre le peuple sénégalais. Mais seulement le peuple sénégalais. Donc du coup, c'est un peu compliqué, parce que si on est moi je peux savoir des choses? Attendez, je n'accepterai jamais d'être manipulé. Oui. Je n'ai jamais vu, moi, Issa Habré tué. Il a des ennemis au Tchad, des gens qui l'accusent pour l'éliminer, qui le pourchassent partout et qui ont des moyens. Je dois le défendre. Je ne l'ai pas vu, moi, tuer. Non, mais c'est normal. Et je n'ai pas vu des gens venir me dire Habré a tué mon fils, Habré a tué mon père, Habré a tué ma femme. Mais vous êtes trop brillant, parce que là, vous donnez des exemples. Et le peuple que je défends à l'Assemblée nationale, que je défends devant les tribunaux, ce peuple est un peuple qui me parle, un peuple que j'écoute, que je connais. Nous vivons les mêmes pulsions, nous avons les mêmes sensations, nous avons les mêmes valeurs, mais je suis sûr nous avons la même culture. Il y a plein de Tchadiens, je pense, qui souhaiteraient que vous puissiez les défendre aussi. Les Tchadiens, oui, ils ne sont pas venus me voir. Ah. Mais ils vous regardent un Tchadien est venu me voir, il m'a constitué, il s'appelle le président Issa Habré. C'est quel président qui... Et j'ai vu qu'il faisait l'objet d'un complot international. Et pourquoi? Parce que lui qui était l'allié... De la France-Afrique. Auparavant, c'était un de la allié France, de la Belgique, des colonialistes. Maître. Parce qu'il dérange aussi. Mais auparavant, parce qu'il est profondément africain. Auparavant, c'était un partenaire, il était sponsorisé par ces derniers. Comment expliquez-vous, on en parlait peut-être un petit peu avant, mais ce changement de paradigme, pour reprendre les mots de mon frère, au commencement, il était un grand outil de cette France-Afrique, et du jour au lendemain, maintenant, vous dites qu'il dérange ces derniers. Qu'est-ce qui entraîne qu'est-ce qui a entraîné cette réalité, selon vous? Oui, parce que peut-être la France a eu une autre compréhension des choses. Parce que la France voudrait que même si elle vous aide,
Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont pas Vous restez toujours dépendant. Cette dépendance chronique qu'elle veut entretenir avec les colonies et les ex-colonies, ça ne peut pas continuer avec un homme comme Habré de principe, Mais qui au départ, il avait mis ses principes de côté. Très courageux. Non, il n'a jamais mis de côté. Il travaillait quand même grandement pour la France-Afrique. Non, il n'a jamais travaillé. Avec toute l'affection que j'ai pour vous. Et vous savez l'affection que j'ai pour vous. À l'époque, il avait bénéficié dans un premier temps d'un grand soutien. Du soutien très très grand des grandes puissances occidentales contre la Libye. Mais entre-temps, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Les intérêts ont différé. Voilà. Juste pour terminer avec... les intérêts. Pour jongler, mais on n'a pas vu Habré tuer quand même. On ne parle pas encore de... Mais on n'a pas vu George Bush tuer, mais on sait qu'il a fait tuer beaucoup de personnes. Voilà, pourquoi on ne va pas arrêter George Bush? Mais il faut l'arrêter aussi. On ne va pas arrêter les Israéliens. Mais dans ce qu'on arrête... Vous êtes trop fort. Non, qui tire. Vous êtes trop fort. Qui tire sur les Palestiniens. Des criminels israéliens. Mais on est d'accord dessus. Qui tuent, qui massacrent un peuple. Mais on est d'accord avec vous. Un peuple. Mais vous changez de sujet. Un peuple palestinien victime alors d'atrocités. On change de sujet, et de colonisation. C'est hors sujet, mais personne n'en parle. C'est hors sujet, mais c'est extrêmement. Vous avez raison. Non, mais pour terminer avec Maître El Hadj Diouf, juste pour revenir à vous en tant qu'homme politique et chef de parti, est-ce que vous avez des perspectives pour les élections à venir? Vous en êtes où, vous, personnellement, sur le plan politique? Bon, nous sommes dans la grande coalition qui a soutenu le président Macky Sall au second tour. Vous avez vu qu'au premier tour, j'étais avec Moustapha Niasse. Et au second tour, nous avons tous soutenu le candidat Macky Sall, qui est arrivé au pouvoir. Les gens commencent à se positionner maintenant. Et moi, immédiatement, j'ai eu le courage politique de dire à Macky Sall, mon ami, que je sors de la coalition pour aller aux législatives seul. Et que tout le monde sorte. Je souhaitais que tout le monde ait ce courage pour qu'on puisse savoir ce que pèse réellement le PS, l'AFP, etc. C'est trop facile, après l'élection présidentielle, d'être derrière celui qui vient d'être élu président. Tout le monde sait qu'immédiatement, il y a un report de voix. Tout converge, tout va vers le président qui vient d'être élu. C'est la raison pour laquelle, quand un président est élu, en général, il procède à une dissolution de l'Assemblée. L'Assemblée nationale, pour avoir la majorité parlementaire. Prenez par exemple l'ancienne législature. Le PDS avait 130 députés sur les 150. Le PDS est revenu avec 12 députés cette année. 12 députés. Maintenant, il y a plus de 130 députés de l'autre côté. Voilà. Ce sont ces majorités mécaniques, automatiques, qui viennent avec le chef de l'État. Ce sont des députés du président. Vous positionnez comment et par eux, rapport ils sont allés, on ne sait pas ce que pèse le PS, on ne sait pas ce que pèse l'AFP, ce que pèse le PIT, la LD, d'autres partis. Moi, je suis allé, c'est le PDP est parti. Et il a eu son député, mais c'est tout à son mérite. Ça aurait été facile d'être sur la liste de Macky Sall. Mais voilà ma façon de voir, ma philosophie politique. Et vous considérez comme un opposant de Macky Sall ou comme... Et pour 2017, concrètement, avant de terminer? Bon, 2017, on est en train de voir. Il y avait eu un séminaire au Méridien Président, qui est Fall Palace. Vous avez vu mon intervention? Il y avait un séminaire qui a permis à des ministres de venir, de parler du plan Sénégal émergent. J'ai dit non, vous avez fait fausse route. J'y étais. J'ai dit non, avant de faire défiler les ministres devant nous, pour parler du bilan de Macky Sall, bilan sectoriel, secteur par secteur. Mais bon Dieu, restructurons d'abord le cadre pour qu'on sache qui va rester et comment rester. Et si maintenant, ceux qui s'entendent autour de l'essentiel acceptent ce nouveau cadre restructuré, mais en ce moment-là seulement, on pourra faire venir défiler les ministres pour nous parler du bilan du président Macky Sall pour qu'on puisse le réélire. Parce que moi, je l'ai élu, je suis conséquent, j'aurais bien voulu le réélire, pourvu qu'il réussisse. Mais s'il ne réussit pas, je serai obligé avec mon parti, comme je l'ai fait au législatif, comme je l'ai fait au local, d'aller seul. Mais j'aurais bien voulu qu'il réussisse, que les gens travaillent. Parce que moi, je ne suis pas pouvoiriste, je ne suis pas carriériste, comme certains. Vous voulez quand même être le fouet présidentiel ou rien, non. Je ne suis pas omnibulé par la fonction présidentielle, par le pouvoir. Donc vous pourrez ne plus... Je suis avec le peuple, défenseur du peuple, député du peuple, avocat du peuple. C'est ça qui me suffit. Je n'ai pas besoin d'être là-bas, éloigné du peuple. Non, non, non.
Nous vous remercions vraiment. On va parler du procès qu'il a perdu contre Mimi Touré. Est-ce que vous mettriez cette verbe au pouvoir, enfin pour mettre en avant quelqu'un dont vous croyez vraiment pour ce poste? Au lieu de vous présenter au présidentiel, est-ce que vous pourriez de dire cette fois-ci je n'y vais pas, j'encourage quelqu'un en qui je crois dès le départ et pas pour... Non, je l'ai dit. J'ai dit je suis avec Macky Sall, je suis conséquent. Je voudrais bien qu'il fasse un deuxième mandat. Mais pourvu qu'il donne des preuves, des gages, pourvu qu'il réussisse. Moi je ne suis pas aussi, comme vous l'avez vu, je ne suis pas dépendant. J'ai une tête, je réfléchis. Si le président, après je suis non aligné, je suis député non aligné, j'aurais bien pu être député Benno Bokk Yakaar. Mais donc moi je conserve mon indépendance intacte. Mais je soutiens le chef de l'État, je le critique, mais une critique positive pour qu'il réussisse. Je suis à ses côtés pour qu'il ait un deuxième mandat dans l'intérêt du Sénégal et non faire un mandat, partir, on recommence à zéro. Je souhaite que Macky Sall réussisse pour obtenir un second mandat. Et en ce moment, après lui, ce sera forcément El Hadji Diouf. C'est prêt à Dieu. Je ne suis pas pressé. Vous avez perdu contre... Mais très vite, parce que là, on est à la fin. En fait, je voulais lui demander s'il pense réellement que le retour de Bourgui n'est que de la poudre aux yeux. Ah oui. Vous pensez? Ah oui. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Ouais. C'est le loup et l'agneau. Oui. Mais je voudrais vous dire ça, c'est montré par La Fontaine. Comment peut-on comprendre le refus systématique de Karim Abou Khalil Bourgi, frère de Bibo, de rentrer au Sénégal malgré le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui? Son frère de même père et de même mère, frère cadet d'une année seulement. Bibo est âgé d'une année De plus. de plus. Son frère cadet. Si ce gars-là, Karim Abou Khalil, qui dit qu'il a tout fait en même temps que son grand frère, donc ils sont ensemble responsables, il prend la tangente. Et son grand frère nous dit qu'il est malade. L'autre disparaît dans la nature. L'un qui reste dit, je suis malade. Moi d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il n'était pas malade. Et je le soutiens. Il va en France quand même, malgré tout. Il revient. Mais qui est fou? Il dit qu'il a des rendez-vous avec ses médecins. Il va retourner. Il va revenir. Il va retourner. Le procès là va durer une année. Hein? Au moment de mettre en délibéré cette affaire, à la veille du verdict, il va parler de rendez-vous avec ses médecins. Il va retourner. Le verdict va tomber, par exemple, 10 ans d'emprisonnement, on ne le verra plus. Mais qui est fou? Il faut que les gens soient plus intelligents que ça. Moi, ce que je disais, je le fonde sur le refus de son frère de rentrer au Sénégal. Si son frère était rentré, j'aurais pu applaudir et dire, ah, maintenant on peut faire confiance à la famille Bourgi et aux deux frères Bourgi. Mais l'un ayant disparu, refusant de revenir, malgré le mandat d'arrêt international, l'autre me dit qu'il est malade, qui est fou. Vous aviez, avec d'autres collègues, déposé une plainte contre Mimi Touré à l'époque où elle était premier ministre, ou première ministre, dans l'affaire ayant trait à Hissène Habré. Oui. Vous avez perdu ce procès-là. Quel est votre regard dessus, sur les décisions et les conclusions qui ont été données par la Vous avez perdu ce procès depuis quand? Ben, c'est ce qui est marqué. Ils disent Mimi Touré gagne son procès contre Maître El Hadji Diouf. Je crois que c'est vous. C'est sur Seneweb. Et c'est sur Seneweb. Seneweb est corrompu. Ils sont corrompus. Oui. Vous avez dit corrompus. Oui. C'est très grave, mais. Oui, c'est corrompu. C'est très grave. Et même tu peux pas. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est corrompu. Oui. Oui. Parce qu'ils disent. C'est marqué là, noir sur blanc, c'est votre nom qu'il y a ici. Je le mets devant la caméra. Qu'est-ce que vous avez dit? Maître Mimi Touré gagne son procès contre Maître El Hadji. Et j'ai eu mal pour vous. Je me suis dit, mais. Est-ce que vous avez. Nous avons une presse pourtant. Est-ce que vous avez suivi une seule audience à l'issue de laquelle un verdict est tombé ayant blanchi Madame Mimi Touré et ayant débouté Maître El Hadji Diouf et Hissène Habré? Encore une fois, C'est de la propagande. j'ai mal. Comme on a manipulé les gens par rapport à Habré, on a manipulé les gens par rapport à Mimi Touré. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Parce que ceux qui ont l'argent, qui manipulent la presse, et je me suis battu pour qu'on ne vote jamais ce code de la presse qui veut parler de déprisonnalisation ou de dépénalisation. Il y a des journalistes corrompus comme pas possible. Et vous Qui dites que écrivent. c'est un journaliste corrompu Celui-là, qui il a est dit plus ça. corrompu. Lui, il est malade. C'est un malade. Celui qui a écrit Parce ça est que malade. non seulement c'est un menteur, c'est un fait menteur, mais il est indigne. Mais vous avez eu connaissance de l'article ou pas? Non, je ne l'ai pas lu. Il est indigne.
Parce que quand même, mais vous êtes journaliste. Allez chercher les sources. Mais c'est pour ça qu'on vient à la source de la source. La source de la décision judiciaire, c'est le tribunal. L'audience est renvoyée au mois de janvier. On a consigné les 50 000 francs fixés par le juge. Vous savez, il y a un certain dessous. C'est lui, expert de l'Union africaine. Moi, je ne sais pas, mais l'adjoint de la Diop, Al-Bouri Ndiaye, sont en train de bouger dans leur tombe. Pourquoi? Un petit avocat béninois, soi-disant expert de l'Union africaine, corrompu jusqu'aux os, payé par qui? Va d'abord à N'Djamena, c'est qu'on ne peut pas, les N'Djamena refuse d'envoyer les gens au Sénégal, ou de dire la vérité à Déby, n'a pas osé le dire, il vient au Sénégal, il sait qu'on doit juger Mme Mimi Touré, il fait une conférence de presse, il dit, Mimi Touré n'a rien fait, tout ce qu'il a fait est normal, tout ce qu'elle a signé est normal, elle a tout respecté. Je dis, est-ce qu'on a besoin de Obama ou de Hollande pour nous dire si Mimi Touré a fait un faux ou pas? Non, pas du tout. C'est seulement le tribunal souverain qui va nous départager. Mais des Sénégalais ont repris la chanson. Et Doussou a dit que Mimi Touré n'a rien fait, donc Doussou a blanchi Mme Mimi Touré. Mais c'est Doussou qui juge. Le juge ne s'appelle pas Doussou. Mais voyez comment on manipule l'opinion. Voyez comment on manipule l'opinion. Un expert de l'Union africaine qui n'est même pas sénégalais, qui ne comprend pas nos réalités, qui ne sait pas ce qui se passe, qui a signé un acte faux avec Mme Mimi Touré. Vous dites acte faux, vous appuyez sur quoi? On a attrait cette dame devant les tribunaux. Nous avons des preuves. Maître Ali Badara Cissé, ministre des Affaires étrangères d'alors, a dit qu'il n'a jamais rien signé en direction des chambres africaines. Donc ça, il avait même fait un communiqué. Il avait même fait un communiqué, vous l'avez vu, envoyé à tous les journaux et repris par Internet. Maintenant, nous avons donc des preuves que Mme Mimi Touré a imité la signature ou volé la signature. Mais c'est des propos très graves que vous donnez là. Mais c'est pourquoi. Non, mais je pense que... Mais c'est pourquoi Mme Mimi Touré, justement, est assignée. Elle a publié le faux pour tromper encore l'opinion. Nous avions déjà ce faux. En publiant le faux, une première fois, elle a trompé la presse. Cette presse encore qui n'est pas avertie. Très naïve. À ce titre, le lendemain, Mimi Touré demain a montré le document. Donc vous la traitez de menteuse en gros. Cette menteuse-là, ce document-là, a montré, excusez-moi, ce document-là était un mensonge. C'est des propos graves. Là. Je le jure sur le Coran. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ce document qu'elle avait donné à la presse, c'est le document qu'on avait nous, qu'on a brandi à Abuja, à la CEDEAO, à la Cour de justice de la CEDEAO. Ce document-là dont elle a parlé à l'Assemblée nationale. Ce document-là qu'on a attaqué, le lendemain, elle donne ça à la presse pour la manipuler, pour dire ah, je n'ai rien signé, ça, le Badara Cissé. Le faux, c'est quoi? Le faux, c'est l'altération de la vérité. C'est quand quelqu'un signe à la place d'un autre. Si on met le Badara Cissé, signé par Mimi Touré, on vous donne ça le lendemain, vous mettez ça, vous dites qu'elle a donné les preuves qu'elle n'a pas fait de faux. Mais c'est pas que c'est grave qu'on l'a amené en justice. C'est pas que c'est grave qu'en tant qu'ancien Premier ministre, ancien ministre, Mimi Touré devra comparaître. Si on prend le risque d'amener un ancien ministre ou un ancien Premier ministre devant les tribunaux, c'est que les faits sont graves. D'une gravité exceptionnelle. Quand un Premier ministre ou un ministre vole, trafique, détourne, contresigne, magouille, ment, ce ministre-là, qu'est-ce qu'on doit faire de lui quand un ministre ne respecte pas la loi? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous, nous l'avons attraite. Nous l'avons convoqué devant la justice. Et pour mentir, on nous dit qu'il y a déjà un verdict qui est tombé. On nous a déboutés. Depuis quand? Quel jour? Par quel tribunal? C'est faux! C'est un mensonge! C'est un mensonge! C'est un mensonge! Le verdict n'est pas encore tombé parce que l'audience n'a pas encore eu lieu. L'audience n'a pas encore eu lieu. L'audience aura lieu au début du mois de janvier devant le tribunal correctionnel de Dakar. Et nous allons gagner, Inch'Allah.
nous allons gagner ce procès. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, secrétaire général du PTP et avocat aussi du Sénabré. Nous remercions d'être passés sur ce plateau. Nous allons vous libérer jusqu'à une prochaine fois. Merci, à bientôt. c'est avec plaisir que je prends toujours part à cette émission d'une dimension intellectuelle extraordinaire par rapport aux émissions connues dans ce pays. Merci, merci. Vraiment, ce n'est pas une émission people, c'est une émission d'intelligence, une émission de haut niveau. Je vous remercie.